À Casablanca, on connaît le nom parce qu'il est partout. Un boulevard, un lycée, une station de tramway. Par contre, on connaît moins l'homme, car ce nom-là n'est pas qu'une plaque. C'est un choix, un refus et une fin qui ne ressemble à aucune autre. Bienvenue dans Cityscape, une création sonore de Citizen. Aujourd'hui, je vous raconte la trajectoire d'un homme qui a choisi l'engagement total. Un engagement sans retour possible. Dans ce nouvel épisode, Mohamed Zartouni, l'homme qui n'a pas parlé. « 24 décembre 1953, 11h56. Le marché central de Casablanca est en fête. On se presse dans les allées, on s'interpelle, on marchande, on se frôle et on se bouscule. La foule est plus dense que d'habitude, on achète pour le soir, pour le repas, pour le réveillon de Noël. Quelques secondes plus tard, c'est l'explosion. Les étals volent en éclats, des corps sont projetés à terre et la foule reflue en hurlant et piétinant. 19 morts, 28 blessés. Ce jour-là, Casablanca bascule. Pour la première fois, la violence frappe au cœur de la ville européenne. Dans les heures qui suivent, la stupeur laisse place à la colère, puis à la peur. Dans les commissariats, les enquêteurs comprennent une chose. Ce n'est pas un accident, c'est une opération organisée. Un nom commence alors à circuler. D'abord à voix basse, puis de bureau en bureau. Un nom discret mais redouté, un nom qui s'impose comme une évidence dangereuse. Mohamed Zartouni. À partir de ce jour, ce nom change de statut. Il n'est plus seulement celui que l'on murmure dans les réunions clandestines, ni l'organisateur méthodique des cellules urbaines. Il devient une cible, l'homme à abattre. Zartouni est alors âgé d'à peine 26 ans. Né en 1927 dans l'ancienne Médina de Casablanca, il grandit dans une famille modeste, marquée par la religion et l'apprentissage précoce de la discipline. Son père est Muqaddam de la Zawiya Hamdouchia. Mohamed apprend à lire et à écrire Omsid, puis intègre la madrasa Abdellawiya, l'une de ces écoles dites libres, tenues par des nationalistes marocains au début des années 40. En 1948, Zartouni fonde un club de football dans la Médina, le Mouloudia de Boutwil. Il organise des championnats de quartier, recrute des jeunes, observe structure et discipline. Le terrain devient un lieu d'apprentissage politique et le sport, une couverture. Par le scoutisme, il rejoint le parti de l'Istiqlal. Il s'occupe de logistique, de déplacement, de décoration pour les fêtes du trône. Décorer, à cette époque, c'est déjà résister. C'est occuper l'espace, c'est dire que le pays n'a pas disparu. Mais au début des années 50, Zartouni se heurte aux limites de l'action politique pacifique. La répression s'intensifie, les arrestations se multiplient, les manifestations sont réprimées. Il fait alors un choix décisif. Avec d'autres militants, dont Abbas Messaadi et Abdelrahman Sinhaji, il participe à la création de l'organisation secrète de la résistance, l'OSR. Des cellules urbaines, autonomes, compartimentées. Zartouni supervise plusieurs réseaux à Casablanca, dans l'ancienne Médina et à Darbstan. Les réunions ont lieu chez lui, à la Zawiya Hamdouchia ou chez des proches. Il organise l'acheminement d'armes vers Fès, Marrakech et participe à la réalisation de plusieurs opérations. Chacun sait peu, chacun sait juste assez.
Après l'attentat du marché central, les descentes de police se multiplient. Les quartiers populaires sont quadrillés, les cafés surveillés, les maisons fouillées. Arrestations, interrogatoires, tortures. Les enquêteurs cherchent des noms, des adresses, des connexions. Et tous les fils mènent au même homme. Zertouni comprend qu'il n'a plus le choix. Il disparaît. Pas dans un ailleurs lointain, pas dans une fuite spectaculaire. Il se cache à Casablanca même. Zertouni entre en clandestinité. Il change souvent de refuge, une arrière-boutique, une chambre prêtée pour la nuit, un appartement vide. À Casablanca, une loi du silence s'installe, spontanée et collective. On sait qu'il est là, mais personne ne parle. Des camarades lui proposent de partir, de passer au nord, dans le Maroc espagnol, à Tétouan, Tanger ou Larache. Là-bas, la pression est moindre, les réseaux existent, la fuite est possible. Mais Zertouni refuse, pas par inconscience, mais par fidélité. Il sait que partir, ce serait rompre les chaînes de confiance, laisser les cellules sans coordination et exposer ce qui reste. Rester, c'est surtout assumer jusqu'au bout. Pendant ces mois de clandestinité, il continue d'organiser, de transmettre et de protéger. Chaque déplacement est calculé, chaque rencontre réduite à l'essentiel. Mais la police resserre l'étau. Le contrôleur civil Philippe Boniface en fait une affaire personnelle. Les arrestations parlent, les tortures arrachent des fragments, pas des noms complets, mais assez pour recomposer, petit à petit, une trajectoire. Le 18 juin 1954, à l'aube, à Darmstadt, la police encercle une maison. Zertouni est à l'intérieur avec sa femme, Saadia, et leurs 2 enfants. Il comprend immédiatement. Il sait ce que signifie une arrestation. Il sait ce que la torture peut faire dire, même aux plus déterminés. Zertouni sort sans résistance. Dans la rue encore fraîche, les policiers attendent, silencieux, tendus. Il n'est pas menotté, pas encore. Dans la poche de sa veste, il porte ce qu'il garde depuis des mois. Une capsule, une seule. Il l'installe à l'arrière d'une estafette. Direction, le commissariat central. Le moteur démarre, la voiture s'ébranle. Casablanca s'éveille lentement, ignorant encore que l'un de ses visages clandestins vient d'être capturé. Sur le trajet, personne ne parle. Les policiers jubilent intérieurement. Ils pensent tenir leur prise majeure. Le chef, l'organisateur, celui qui sait. Zertouni, lui, calcule une dernière fois. Il connaît la suite. Les coups, les questions répétées, les nuits sans fin, la douleur qui fait vaciller les certitudes. Il sait aussi qu'il n'est pas seul à risquer de tomber. Alors, dans ce véhicule banal, au cœur d'une ville ordinaire, il fait un choix extraordinairement simple. Il avale la capsule de cyanure. Quand l'estafette arrive au commissariat, Mohamed Zertouni est déjà inconscient. On le transporte en urgence vers l'hôpital. Trop tard. Le 18 juin 1954, à 27 ans, Mohamed Zertouni meurt sans avoir prononcé un seul nom. La nouvelle se répand, avant même les communiqués officiels. Dans les quartiers populaires, une phrase circule, murmurée, répétée, transmise de bouche à oreille. Il n'a pas parlé. Pour les réseaux clandestins, c'est une victoire silencieuse. Pour les autorités coloniales, c'est un échec total. La mort de Mohamed Zertouni ne met pas fin à la lutte, elle la durcit. En 1954, le Maroc est déjà au bord de la rupture. Le roi est en exil, les villes sont sous tension. La répression ne fait plus peur, elle nourrit la colère. Le silence de Zertouni change la donne. Il montre que la violence coloniale ne suffit plus, qu'il y a des hommes qu'on ne peut ni acheter, ni briser. Quelques mois plus tard, la France recule. Les négociations s'ouvrent, le retour de Mohamed V est annoncé. Zertouni n'a pas vu l'indépendance, mais son silence en a accéléré la venue. Il n'a pas parlé, et ce silence-là, il a compté.
venez d'écouter Cityscape, une création sonore de Citizen, une série qui explore les villes marocaines autrement, par l'histoire, la mémoire et la voix. Retrouvez tous les épisodes sur citizen.com et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.